Mercredi 20 mars 2024, Conor confirme qu'il sera de retour dans l'octogone dès cet été. Sandhagen contre Umar Nurmagomedov, ça se confirme. Et les vieux démons de Sean Strickland qui refont surface. On parlera bien sûr de toute l'actualité majeure du jour. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Et Conor McGregor qui est en pleine promo pour le film Roadhouse qui sort cette semaine sur Amazon Prime, il enchaîne les interviews et forcément on lui a demandé s'il allait être de retour dans l'octogone cette année et il a dit qu'il a vu la confirmation, il a eu des gens au téléphone et c'est fait, il revient cet été dans l'octogone contre Michael Chandler. Il a aussi parlé de Dustin Poirier, très heureux que Dustin ait remporté son combat contre Benoît Saint-Denis parce qu'il pourrait faire le 4e combat qui selon lui serait énorme. Il parle même de 3e combat. Bon, vous avez compris, pour lui la blessure ne compte pas, mais bon, on commence à connaître le personnage. Et puis surtout, c'est un gros coup de pub pour l'UFC parce que si le film cartonne et que dans 2 ou 3 semaines, on nous apprend le retour de Conor dans l'octogone, on va en parler mondialement. Je sais qu'il y a des gens qui sont gavés de Conor McGregor, qui en ont marre. Mais vous savez, à chaque fois qu'il est annoncé pour combattre, c'est toujours un gros événement. Il y a beaucoup de promotions, etc., etc. Ça va quand même faire du bien au sport dans son ensemble, je pense. Et il a aussi parlé de Ned Diaz à la sphère. C'est un combat qui l'excite beaucoup. Mais il a l'impression que ça excite pas beaucoup l'UFC, donc il sait pas ce que ça va donner. Mais lui, en tout cas, il visait ça. Il visait Michael Chandler, puis ensuite Ned Diaz. Donc Poirier, je sais pas quand est-ce qu'il voulait caler ça. Mais il a dit qu'il avait toujours l'amour du sport, l'amour de l'UFC. Et qu'il voulait continuer, alors il veut aussi continuer le cinéma, c'est ça le problème avec Conor, c'est qu'on sait jamais, il dit ouais peut-être faire un combat, un film, mais à un moment quand t'es au haut niveau, quand t'as de grosses intentions, que tu veux aller chercher la ceinture, combattre l'élite, tu peux pas chasser un peu partout comme ça, pour moi c'est pas possible. Sinon, on a Ilia Topuria qui explique avoir beaucoup d'admiration pour Conor McGregor, justement. Il dit ce qu'il a fait pour le sport, c'est énorme, personne ne l'a jamais fait avant. Ce qu'il a fait dans sa vie personnelle aussi, donc il parle forcément de sa marque de whisky, des films, etc. Il dit c'est énorme, je ne comprends pas comment on peut le détester. Ce qu'il a amené au sport, c'est unique. Donc voilà, Ilia Topuria, quand il sort de son personnage un peu arrogant, très inspiré de Conor McGregor, vous me direz, et on découvre une autre facette du personnage. Sean Strickland, lui, a donné une interview à The Schmo, il explique qu'il veut sa revanche contre Dricus du Plessis, il dit « moi je le veux, les fans le veulent ». Je sais aussi que Dana White le veut, l'UFC en général le veut, mais il dit j'ai l'impression qu'on veut me faire taire. Tout le monde sait que j'ai gagné, Dana White a dit que j'avais gagné, Joe Rogan a dit que j'avais gagné. Quand on regarde les stats, j'ai gagné, et pourtant j'ai plus la ceinture autour de la taille. Mais l'UFC veut me faire taire, il dit c'est pas Dana White il a toujours défendu la liberté d'expression, mais c'est les gens qui payent, les sponsors, etc. Eux veulent me faire taire. Bon là je pense qu'il est... je sais pas trop quoi en penser de Sean Strickland. Je comprends qu'il veuille son combat, mais là il part peut-être un peu dans tous les sens. Et il en a aussi profité pour critiquer John Jones, Jake Paul et Conor McGregor. Bon, c'est un peu sa façon de se vendre. Il a compris qu'en faisant la grande gueule, ça marchait. Donc forcément, il appuie là-dessus. Et il y a quelques jours, il a fait une sortie. Et vous le savez, Strickland, on sait que mentalement, des fois, c'est pas top. Il a dit là, j'ai tout ce que je veux. Je suis riche, je suis connu. C'est tout ce que j'ai toujours voulu avoir. Et pourtant, mentalement, je me sens pas bien. Parfois, j'ai envie de brûler le monde entier. Et des fois, j'espère aussi ne plus rien avoir, tout perdre. Comme ça, en gros, j'aurais plus rien à perdre et je pourrais faire ce que je veux. Donc bon, Sean Strickland, mentalement, des fois, il fait un peu peur. Il en a souvent parlé, qu'il avait connu la dépression, il a eu une enfance chaotique, etc., etc. Là, il est au top de sa carrière. Bon, après, il s'entraîne beaucoup. Il dit même, ouais, j'ai qu'une seule hâte, c'est de retourner à la salle et puis essayer de blesser mes amis. Donc, en gros, faire des gros sparring. On sait qu'il aime beaucoup le sparring. Donc, bon, Sean Strickland, mentalement, pas au top dernièrement, surtout qu'il court après son combat. S'il n'a pas le combat contre Dricus du Plessis, quand t'es fragile mentalement, je sais pas, mais ça peut peut-être te faire vriller une fois de plus. Donc, on sait que Robert Whittaker aimerait l'affronter, on va en parler dans la semaine. Ça ferait aussi un bon combat contre Robert Whittaker, mais ça lui redonnerait pas sa ceinture dans l'immédiat en tout cas. Cory Sandhagen a annoncé qu'il était prêt pour reprendre un camp d'entraînement. Il dit là, je suis prêt à entamer un camp de 8 à 12 semaines. Le prochain combat, il semblerait que ce soit contre Umar Nurmagomedov à l'International Fight Week en juin. Il dit qu'il y avait aussi eu une possibilité d'affronter Petr Yan. Je rappelle qu'il avait perdu contre Petr Yan pour la ceinture intérim, il y a de ça peut-être un an et demi, je dirais, ou peut-être un peu plus. Mais bon, Petr Yan étant blessé, maintenant il resterait plus que Umar Nurmagomedov. Lui, il préfère faire le combat sur 5 rounds parce qu'il pense que ça l'avantage. Mais il dit si l'UFC veut le faire sur 3 rounds, c'est ok. Je trouve que Umar Nurmagomedov respirait un peu fort à la fin de son combat, là, son dernier combat sur 3 rounds. Donc il dit je pense que si je lui mets un gros rythme sur 3 rounds, je peux réussir à faire la différence.
Et il dit d'après ce que m'a dit l'UFC, ce serait un combat pour le spot de contender numéro 1, donc ensuite avoir ma chance à la ceinture, et moi avoir ma chance à la ceinture, c'est ce que j'ai toujours voulu. Je rappelle qu'il était passé tout proche contre Sterling la première fois, il s'était fait soumettre très rapidement, il avait ensuite lui eu un gros combat contre TJ Dillashaw, pareil, il avait perdu de très peu. On dit jamais 203, j'espère quand même que ce sera la bonne pour lui cette fois-là. Et on lui a demandé s'il était prêt à aller affronter Oumar au Middle East, hein, donc peut-être en Arabie Saoudite ou à Abu Dhabi. Il dit franchement c'est pas ma préférence, déjà je lui donne sa chance, lui il est classé beaucoup plus loin que moi dans les classements. Je lui donne l'opportunité de m'affronter, donc en plus s'il faut faire ça chez lui, entre guillemets, je suis pas trop chaud, mais bon, si l'UFC le décide, l'UFC le décide. Et puis comme il l'explique, hein, je me suis déjà préparé pour Oumar pendant 10 semaines. Oumar avait été blessé pendant ce camp d'entraînement, donc le combat avait été annulé. J'ai déjà fait 10 semaines de préparation. Si j'ajoute 12 semaines, voire un peu plus là-dessus, je pense que je vais trouver la solution. Mais attention, Oumar Nurmagomedov, il a un style unique. Tu ne le prépares pas comme tous les combattants. Et il fait un peu un parallèle avec MVP. Il dit, tu vois, MVP, c'est pas du tout le même style que Oumar Nurmagomedov. C'est même l'opposé. Mais il dit, par contre, il faut le préparer bien spécifiquement. C'est des gars qui ont des styles très particuliers que tu retrouves pas partout. Donc il faudra être très intelligent dans ma préparation. Vous le savez maintenant, le Brésilien et champion des flyweight Alexandre Pantoja va affronter Steve Erceg et il explique que c'est le style de combat qu'il a voulu. Il dit ouais, moi je voulais un gars qui était un peu plus loin, qui sortait un peu de nulle part, un gars qui va venir et qui n'a rien à perdre, qui va y aller à fond, qui est talentueux, et je trouve que c'est un défi beaucoup plus gros que prendre Royval ou Moreno parce que justement il a rien à perdre, il vient de nulle part, il est frais dans la catégorie. Donc bon, ça fait rire notamment Mokaev, hein, Mokaev qui lui a dit ouais, comme si prendre un mec loin dans les classements était plus dur que prendre les premiers contenders. Moi je vois ce qu'il veut dire Pantoja. Il a dit qu'il était un peu fatigué des rematchs, il a déjà affronté Moreno plusieurs fois, Royval plusieurs fois, alors vous me direz il a jamais affronté Mokaev, c'est le moment. Oui mais bon écoutez, les événements font que c'est Erceg c'est une super opportunité pour lui. Bon forcément là je pense qu'il va être un peu critiqué pour cette prise de décision, on va l'accuser de vouloir prendre le combat facile, mais bon, écoutez, c'est comme ça, l'UFC lui a dit ok, donc tant mieux pour Erceg et tant mieux pour lui s'il est content comme ça. Alors vous le savez, Daniel Cormier c'est un super analyste, hein, il commente les événements, il est très très actif sur les réseaux, etc. etc. Maintenant c'est pas toujours le mec le plus objectif et là il a fait une sortie, en gros il explique que Makhachev il a un peu toutes les mêmes qualités que Khabib Nurmagomedov, ils sont très similaires les deux, bon ça on peut pas lui enlever, il dit ouais quand il t'amène au sol tu sais que c'est proche d'être fini, mais je pense que Islam Makhachev est encore plus dangereux que Khabib dans son prime parce que lui il est encore meilleur en striking. Alors c'est pas forcément faux. Au sol, est-ce que Makhachev est meilleur que Khabib? Je sais pas. Mais le truc, c'est que Daniel Cormier, faut pas oublier qu'il s'entraîne à l'American Kickboxing Academy. Il donne des cours même là-bas avec Khabib et avec Islam Makhachev. Donc, comme c'est ses potes, il va toujours les défendre. Et Daniel Cormier, on sait qu'il a toujours fait ça toute sa carrière. Dès qu'il a eu l'occasion de cracher sur John Jones, il l'a fait. Et dès qu'il a eu l'occasion de soutenir ses potes, il l'a aussi fait. Bon, on peut pas lui en vouloir. Ce qu'il dit dans le fond, je pense qu'il a raison. Après, le débat, est-ce que Makhachev est meilleur que Khabib? Bah écoutez, l'avenir nous le dira. Après, tu peux pas comparer les époques. Il a pas les mêmes adversaires. Ou en tout cas, s'il affronte les mêmes mecs, il les affronte pas au même moment de leur carrière, etc. Donc comparer est toujours difficile, mais après ce qu'il y a surtout, je pense que c'est en disant ça, Daniel Cormier il relance un éternel débat, et puis il fait parler de ses amis, et en plus il en fait parler en bien. Je voulais vous partager cette photo de Tyson Fury, il a l'air d'être en forme pour son combat contre Usyk qui approche, hein. Je rappelle que le combat a été repoussé parce que Fury a eu une coupure à l'arcade en sparring, mais là il est affûté, ça n'a rien à voir avec le Fury qu'on a vu contre Ngannou. On a Sean O'Malley qui nous tweet qu'il a eu un incroyable rendez-vous avec l'UFC aujourd'hui, donc sûrement pour la suite de sa carrière. Il sait teaser les choses, hein, O'Malley. D'ailleurs, il y a quelques jours, il avait tweeté « Je veux Marab », donc pour pas dire Merab, il dit Marab. Et ensuite, il dit « 2025 va être légendaire ». Donc ok, Merab, oui, mais si c'est en 2025, c'est un peu chiant pour nous. Et Merab lui a répondu « Ouais, j'ai attendu ce call-out depuis 7 ans, mais qui est Marab ?» Il dit « Ouais, est-ce que tu veux que je te rappelle la leçon que j'ai donnée à Cerudo pour bien prononcer mon nom ?» Et puis ouais, c'est vrai, je pense que tu auras besoin d'une année de plus pour te préparer à la machine. Franchement, s'il y a ce combat qui a lieu, mais en 2025, je trouve ça un peu gros. O'Malley, il vient de combattre ce mois-ci, ça veut dire 9 mois d'attente, 10 mois d'attente, c'est énorme. J'aurais aimé le voir revenir, je sais pas, peut-être au mois de septembre, au mois d'octobre, hein, s'il a dit qu'il voulait combattre moins maintenant qu'il avait la ceinture, 2 fois par année. Bon, pour un champion, c'est pas non plus scandaleux, mais si c'est 2025, je trouve ça un peu gênant quand même. Vous le savez, ce week-end, Isaac Doulgarian a perdu son combat contre Rodriguez. Il est passé tout proche, mais bon, il s'est écroulé dans le dernier round. Et alors là, il fait quelque chose que je trouve pas extra, c'est qu'il accuse son adversaire de s'être enduit le corps de lotion. Il dit ouais, il était tout le temps tout transpirant, tout glissant, il me glissait entre les mains. Je sais pas si c'est vrai, mais ça ressemble un peu à une excuse. Alors c'est peut-être vrai, et puis je dis n'importe quoi, mais bon, ça ressemble un peu à une excuse quand même.
On a Benoît Saint-Denis qui nous tweet cette photo avec de retour au travail. Bon, écoutez, il prend pas beaucoup de vacances, hein, Benoît Saint-Denis, mais bon, s'il veut grimper dans les classements, je pense qu'il va être revanchard. Il va avoir envie de revenir, il va avoir envie de montrer que c'était juste un accident. On lui souhaite de revenir au top de sa forme. J'ai vu une rumeur, alors là c'est une rumeur, hein, je sais pas du tout si c'est vrai, je veux pas dire de bêtises, hier j'en ai dit une grosse, d'ailleurs je vais en parler juste après. M6 lancerait une émission de télé-réalité sur le MMA avec Greg MMA et Jérôme Le Banner. Donc écoutez, alors Greg MMA il est très connu sur les réseaux, donc forcément je peux comprendre, mais Le Banner, quand il était au top de sa carrière, il était blacklisté de partout, il était presque plus connu pour être un acteur qu'un combattant. Voilà, on le faisait passer pour une brute, etc. Et là, si on le voit sur M6, franchement, ça va être très fort. C'est un sacré personnage, en plus, Jérôme Le Banner, donc il y a moyen de bien rigoler, qu'il en fasse exprès ou qu'il en fasse pas exprès, je pense qu'il va nous faire rigoler. J'espère que ça va se faire, ça sera un gros coup de pub pour le MMA. Et puis bon, bah pour Greg, depuis les années où il est sur YouTube, un peu dans l'ombre, nous sur YouTube, les fans de sport de combat, on le connaît, mais monsieur, madame, tout le monde ne le connaît pas. Et puis bah le Banner, carrière de dingue, personne ne le connaît quasiment, ce serait quand même beau pour eux. Et oui, hier, je vous montrais une vidéo de Pereira qui se faisait mettre KO à l'entraînement, donc il semblerait qu'en fait, c'était un spot promotionnel pour un rappeur. Vous êtes plein à me l'avoir dit dans les commentaires, merci à vous. En plus, vous me l'avez dit gentiment, vous m'avez dit, ouais, t'es peut-être pas au courant, mais c'est un spot publicitaire. Bah ouais, je me suis fait avoir, hein, désolé. Moi, j'ai vu l'info qui venait de tomber quand j'ai lancé l'émission, c'était juste avant de faire l'émission, j'ai dit, bon, bah allez, je la balance. Après, quand je me trompe, forcément, le lendemain, je reviens dessus. Donc voilà, il s'est pas fait mettre KO, Pereira, il semblerait, d'après ce que vous me dites, que c'est un rappeur contre lui, puis c'est une vidéo qui a été montée, etc. Donc tant mieux pour l'UFC 300. Écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui, on passe tout de suite à la minute auditeur. Et je commence avec Linko qui me dit apparemment un combat poids lourd va se dérouler entre Robelis Depeigne et Waldo Cortés, t'en penses quoi? Bah écoute, Depeigne il vient d'arriver à l'UFC, Cortés il a eu une victoire contre Arlovski, hein, c'est un peu son gros fait d'armes. Maintenant je pense que ça va être un combat entre prospect, jeune prospect, un prospect quand même assez bas dans le classement. Depeigne on en parle parce que le taekwondo etc, il vient de mettre un beau KO là à l'UFC Miami. Pour Waldo, c'est l'occasion de prendre un peu de la hype de Depeigne. S'il y a une hype autour de Depeigne, elle est vraiment auprès des hardcore fans. Hein. Le grand public ne le connaît pas du tout. Et puis Depeigne, c'est l'occasion d'aller grappiller quelques places, hein, parce que Waldo est un petit peu plus connu que lui quand même. Comme je disais, il a accroché Arlovski à son tableau de chasse, ce qui n'est pas rien, même si c'est pas le Arlovski des grandes années. Mais ouais, bon, les deux ont quelque chose à gagner là-dedans. Et puis on a Aferp qui me dit, je sais pas vous, mais je trouve que la catégorie des 77 kg est une catégorie qui avance assez lentement, sans vraiment de raison. Les lightweight et les heavyweight, par exemple, on peut comprendre que ça bouchonne un peu, mais chez les welter, à part la galère entre Edwards et Mohamed, il n'y a pas vraiment de bouchon. Et bizarrement, je trouve que ça avance assez lentement. Ouais, t'as raison, mais là, de toute façon, chez les welter, pour moi, il y a une seule chose à faire, c'est Edwards contre Mohamed. Mais j'ai l'impression que l'UFC recule le truc au maximum, parce qu'ils veulent que quelqu'un grille la priorité à Mohamed. Je pense qu'ils auraient aimé que par exemple dans son dernier combat, Rakhmonov contre Thompson, il lui mette un KO de malade, mémorable, un truc de fou, et de dire « Ah ça y est, c'est le nouveau, c'est l'avenir, on lui donne son title shot », je pense vraiment qu'on n'est pas passé loin de ça. Malheureusement, ça s'est pas fait, et moi personnellement, j'espère beaucoup que Bilal Mohamed va avoir sa chance. Ok, c'est pas le plus flashy des combattants, il sait pas forcément se vendre, etc., etc., mais il mérite, il est sur une série de victoires incroyables, donc j'espère vraiment qu'il aura sa chance. Ensuite, on a Lust qui me dit Gann a esquivé Aspinal, bon choix. Par contre, Almeida, il n'aurait jamais dû refuser et Blades non plus. Je sais pas vraiment. Bah oui, je me rappelle que Aspinal, il avait refusé. Mais à un moment, tu peux pas refuser tout le monde. Aspinal, il est très complet, il est dangereux. Almeida, il est très bon au sol, donc forcément, c'est dangereux. Blades, on n'en parle pas. Gros lutteur, c'est dangereux. Mais à un moment, si tu veux être champion, si tu vas aller à la ceinture, t'es obligé de prendre des mecs dangereux. Tu peux pas avoir que des combats faciles. Même là, dans le top gratin de la catégorie, le plus facile, entre guillemets, je pense, je me trompe peut-être, c'est Pavlovich, parce qu'il va sûrement rester debout. Il est peut-être un peu moins mobile que Thomas Aspinal. Mais après, il tape comme un camion. S'il touche Gann, il peut le coucher, bien sûr. Mais bon, tu peux pas miser sur un mec comme ça. Je sais pas trop ce qui se passe autour de Cyril Gann. Ça se trouve, il est blessé et on le sait pas. Hein. Mais voilà, j'espère qu'on aura des nouvelles très très prochainement. Ensuite, il y a Alain Guillot qui me dit Doumbé, une épine dans le pied, Ngannou se sentait bizarre et Benoît Saint-Denis malade, il faut accepter sa défaite et arrêter les excuses. Bon, je vois ce que tu veux dire. Après, tu vois, Ngannou, quand il avance ses arguments, hier, ce que je vous parlais, franchement, il n'y a aucune excuse. Hein. Il dit j'ai perdu, c'est comme ça, faut passer à la suite. Mais non, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que je sais pas si c'est français, mais on a toujours l'impression de dire ouais, on a perdu, mais. On a perdu, mais je sais pas si c'est que français ou si c'est comme ça dans le monde entier. Mais je vois très bien là où tu veux en venir. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Puis je voulais vous remercier, hein, tous ceux qui me mettent toujours ouais merci pour la vidéo, on aime beaucoup, etc. Je vous cite pas forcément, je like vos commentaires, mais j'essaye de répondre le plus possible. Après vous le savez, des fois je suis un peu pris par le temps, mais je vois vos commentaires, ça me fait très plaisir, ça motive. Et puis il y aura toujours au moins un petit like pour vous dire que j'ai vu, puis bon je vais pas vous citer à chaque fois, mais merci à vous. Écoutez, on se retrouve demain, 17 h, passez une bonne soirée, salut.